Bonjour, je pense que ça a démarré, je vois que c'est en live depuis 16-17 secondes, donc a priori, c'est parti et je devrais pouvoir commencer à vous présenter tout ça. Donc merci déjà de vous être connectés, on va passer 45 minutes, enfin on va passer 1 heure ensemble, donc 45 minutes où je vais, a priori vous expliquer comment reprendre le contrôle de vos mails, ces merveilleux outils que sont les emails. Et puis ensuite de quoi, on aura 15 minutes de questions-réponses. Si vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme ça, vous serez libérés de votre cerveau. Ça sera plus dans votre cerveau. Vous serez bien attentif et attentive à ce que je raconte. Et comme ça, moi, je pourrai aller voir derrière et répondre en fin de webinaire. Qui suis-je? Moi, je suis Romain Visseret. Je suis coach de productivité. J'ai plaisir d'avoir écrit un bouquin spécifiquement sur les emails qui a été édité par, Gérézo. Gérézo donc qui est l'entreprise, qui organise ce webinaire, qui est un organisme de formation, qui fait aussi du conseil et aussi donc maison d'édition, et une, comment dire? Formation spécialisée dans les RH, dans les ressources humaines. Voilà, tous les domaines autour des RH. Si vous avez quelque chose à des personnes à former pardon, sur une thématique, là-dessus, n'hésitez pas à faire appel à eux. Donc moi, je vais vous parler effectivement des emails et la première chose que je fais quand je donne une formation la plupart du temps, c'est de commencer par faire taire toutes les machines. C'est-à-dire, on commence par s'occuper des notifications. L'idée, c'est de rendre vos machines le plus silencieuses possible. Pourquoi? Je pense que vous aurez remarqué sans doute que, la seule utilité des notifications de nos jours, c'est de détruire la concentration. Ça ne sert plus qu'à ça. À une époque, c'était intéressant d'avoir des notifications, notamment quand on avait des emails, puisqu'à une époque, au tout début d'internet, on n'avait pas beaucoup d'emails. Donc c'était bien qu'il y ait quelque chose qui nous dise: «Hey, au fait, tu as reçu un message, va voir». Aujourd'hui, toutes et tous, vous savez que vous avez des emails. Je pense qu'on le sait tous, on a des emails, on en a plein par jour. La moyenne, française, c'est 57 emails, par jour, donc dans le milieu professionnel. Vous savez que vous avez le réflexe d'aller, j'ai même beaucoup de gens qui vont passer leur vie, leur journée dans la boîte mail des inbox. Vous n'avez pas besoin d'un truc qui vous rappelle qu'il y a un mail qui vient d'arriver. Vous le savez et je veux dire, si jamais même vous n'avez pas touché un ordinateur depuis un petit moment, je vous donne un ordinateur, le premier truc que vous allez regarder la plupart du temps, c'est vos mails. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de quelque chose qui vous rappelle ça. Vous voyez? Et laisser ces notifications, c'est un peu, si je faisais le parallèle avec, par exemple, avec un postier, vous voyez? C'est-à-dire que depuis ce matin, aléatoirement, comme ça, à certains moments de la journée, il y a un postier qui serait rentré dans votre bureau et qui serait allé vers vous pour vous tendre un courrier, et puis il serait reparti. Quelques secondes plus tard, il revient avec 2 autres courriers, et puis il repart. Et puis quelques minutes plus tard, il revient encore avec d'autres courriers. Vous dites: «Tiens, ça c'est un courrier de ton chef. Tiens, c'est la réponse à», mais tu regarderas plus tard. Et il repart comme ça. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va s'agacer un peu, on va dire: «Écoute, on va faire un truc intelligent. D'accord? Toi, tu vas arrêter de rentrer comme ça dans mon bureau tout le temps. On va mettre des boîtes dehors avec mon nom dessus. Tu vas mettre le courrier que tu as pour moi dans la boîte et puis moi, j'irai voir. Moi, j'irai voir quand je serai dispo et quand je serai prêt à faire ça». Oui. Donc typiquement, le principe de la boîte aux lettres, hein, on ne l'accepterait pas d'un postier. Vous voyez? On ne laisserait pas quelqu'un rentrer comme ça aléatoirement pour nous donner des messages alors qu'on est en train de faire autre chose. Donc pourquoi on accepte des emails? Il y a absolument aucune raison qu'une machine soit autorisée à le faire. Donc, encore une fois, la seule utilité aujourd'hui des notifications, c'est de détruire la concentration. Et quand on sait que pour reprendre un bon état de concentration après une interruption, il faut entre 2 jusqu'à 20 minutes parfois pour retrouver le même état de concentration, bah, on va essayer d'arrêter ça tout de suite, quoi. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, notification terminée». De toute façon, vous irez voir vos emails, vous avez déjà le réflexe, vous aurez le réflexe d'y aller entre 2 tâches, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vais vous demander même dans la formation, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'y aller que de manière parcimonieuse. C'est-à-dire, non seulement enlever les notifications des emails, mais enlever le relevé automatique des emails aussi. Je vais revenir un petit peu plus loin. J'ai pas le temps de tout vous détailler, puis je vais pas vous guider dans le pas à pas pendant le webinaire. Cependant, je vous ai fait les captures écran, donc comme vous aurez à disposition à la fin, à la fois les slides pour les télécharger et si je ne m'abuse, le replay du webinaire, vous pouvez, je vais juste les passer comme ça, vous les aurez, vous allez les voir et voilà, c'est les captures écran pour justement comment faire pour désactiver ces notifications sur son PC. Donc voilà, vous voyez, on va dans les fichiers sur le côté, ce qui va nous amener dans la barre d'options. On va cliquer sur les options, on va arriver sur courrier. Il faudra descendre le petit ascenseur qui est sur la droite là-bas pour arriver, à la partie réception des messages du courrier et là, franchement, vous décochez un maximum de choses. Alors suivant les versions d'Outlook que vous avez, ça va peut-être pas ressembler à la même chose. Si vous n'avez pas Outlook, mais que vous avez Gmail, bah, vous irez chercher dans les préférences. Si vous avez Mail sur Apple, pareil, vous irez chercher dans les préférences. L'idée, c'est d'enlever toutes les notifications. Encore une fois,
Vous n'avez pas besoin d'un petit signal sonore, vous n'avez pas besoin que le pointeur de la souris devienne tout dingue, vous n'avez pas besoin d'une enveloppe qui vous dit: «Hey, tu un message de» et cetera et encore moins d'une alerte sur le bureau. C'est vrai que le message derrière ça, c'est de réaliser qu'il y a pas d'email urgent. Alors, je sais qu'en général, quand je dis ça, les gens me disent: «Ouais, machin, mais chez nous» et cetera. Bon, en vrai, il ne devrait pas y avoir de c'est-à-dire, on ne va pas envoyer un mail aux pompiers pour leur dire qu'il y a le feu, vous voyez? C'est-à-dire quand quelque chose est vraiment urgent, on appelle, hein. Même si j'ai mis urgent, dans le titre que j'envoie, aux pompiers, ils vont me dire: «Non, mais c'est pas comme ça que ça marche». Voilà, ils auront raison. Il ne devrait pas y avoir de mail urgent. Tout ce qui arrive par mail peut attendre au moins 4 heures pour être traité. D'accord? C'est-à-dire que si ça arrive par ce canal-là, il faut que ça soit traité plus rapidement, c'est que c'est pas le bon canal. Et j'ai une partie aussi où je vais en parler un petit peu plus loin dans le webinaire, le bon outil pour le bon message. Non, c'est-à-dire que si on veut une communication rapide, voire synchrone, évidemment, l'email n'est pas fait pour ça. De la même manière que l'email n'est pas un chat. L'avantage d'avoir eu les chats maintenant, c'est qu'on a des outils qui nous permettent d'avoir cette espèce de conversation synchrone à distance, voire qu'on peut mettre aussi en asynchrone. Mais les emails doivent rester de l'asynchrone, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est du partage d'informations. L'email a été fait pour ça au départ. Et en fait, tout ce que je vais vous montrer dans ces 45 minutes, c'est basé sur ce qu'on appelait au début d'internet une chose qui s'appelait la netiquette, comme étiquette, c'est-à-dire le mode de conduite, mais avec un N devant pour net internet. La netiquette, voilà. Les emails, quand ils ont été créés, ils ont été créés dans un but particulier avec une espèce de code de conduite comme ça. Et donc, c'est un peu ça qu'on va rappeler. Donc encore une fois, pas besoin de notification, il n'y a pas d'email urgent. Tout ce qui arrive par mail peut attendre entre 2 et 4 heures, au moins 4 heures même. Et la plupart du temps, ça peut aller jusqu'à 24-48 heures. Vraiment, si ça doit être plus rapide que ça, encore une fois, il faut peut-être changer de message. Oui, changer de pardon d'outil. Donc voilà pour ces captures écran. Si jamais vous êtes un peu d'humeur guerrière, vous dites: «Tiens, j'ai envie de faire pareil sur Teams», pourquoi pas? Teams, ça peut être intéressant aussi d'aller désactiver les notifications de Teams. Là, on va aller dans les paramètres. On va cliquer sur les notifications et alors bon alors, Microsoft est une, société un peu joueuse. Toutes les captures d'écran ne se correspondent pas forcément. Suivant les différentes versions, les choses vont être rangées à différents endroits, mais enfin, a priori, les notifications vont être à peu près ensemble. Par contre, ça peut ne pas ressembler exactement à ce que je vous montre ici. Mais enfin, c'est le même esprit, vous allez trouver vos petits là-dedans. L'idée, c'est d'enlever l'aperçu des messages, pas de son pour les appels entrants, sauf si dans l'entreprise, vous avez pris l'habitude, finalement, que Teams remplace le téléphone. Donc là, évidemment, il vaut mieux le laisser, si jamais vous êtes parmi ces personnes qu'il faut qu'on puisse se joindre, de manière synchrone, pour le coup, via Teams. Voilà, donc sinon, vous allez enlever tout ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est conseiller aussi de n'être averti que des choses sur lesquelles je suis, mention et ça, je vais le mettre dans le flux. Vous voyez, dès qu'on me mentionne quelque part, ça va apparaître dans mon flux. Mais j'ai pas besoin de savoir qui a aimé ou qui a eu des rédactions sur les différents messages que j'ai postés. J'ai pas besoin d'avoir ça dans mon flux, ni dans les messages, donc c'est des choses que j'enlève. Maintenant, en pratique, ça veut dire quoi? Pratique, ça veut dire, j'aimerais bien vous inviter à décider là, d'horaires et de délais qui seraient acceptables pour vous. C'est-à-dire, prendre un temps de recul et vous dire: «OK, dans mon activité», parce qu'évidemment ça varie suivant les personnes, «dans mon activité à moi, quels horaires sont acceptables?» c'est-à-dire, en gros, à quels horaires je peux me permettre de relever mes emails si jamais je ne les relevais pas du tout de la journée? Bah, je me dis peut-être 2 fois dans la journée, ça pourrait être pas mal, peut-être 11 h 17 h, peut-être 8 h du mat et 14 h. Vous voyez? À quels horaires c'est sympa pour moi dans mon activité? Peut-être que c'est qu'une fois par jour, peut-être que c'est 2 fois dans la journée. Bon, une fois par jour, je sais, personne ne relève ses emails une fois par jour, je suis tout à fait conscient de ça, d'accord. 2 fois par jour, 3 fois par jour peut-être? Mais l'idée de fond, c'est de se dire: «C'est moi qui relève de manière proactive mes emails, c'est plus les emails qui viennent à moi». Vous voyez? Rappelez-vous du postier. C'est pas le postier qui rentre dans la pièce, c'est vous qui allez vous déplacer jusqu'à la boîte aux lettres dans laquelle il y a votre courrier. Là, c'est pareil, d'accord? C'est-à-dire que non seulement on enlève les notifications, mais l'idée, c'est d'aller enlever aussi dans les préférences et ça, c'était un peu caché, donc je sais pas, vous trouverez vous-même, mais d'aller enlever le relevé automatique. C'est-à-dire que vous devez relever vos emails volontairement. Pourquoi? Parce que comme ça vous permet d'avoir votre boîte mail qui est ouverte tout le temps, d'accord? Sans message qui arrive tout le temps. Votre boîte mail, elle est ouverte comme ça vous permet, si jamais dans vos tâches, vous avez besoin d'écrire un mail, vous ouvrez votre boîte mail, vous écrivez votre mail et vous ne voyez pas pendant ce temps-là tous les emails qui sont arrivés depuis la dernière fois que vous l'aviez ouverte. Vous voyez, qui peut être très troublant aussi. L'idée, encore une fois, ce qu'on veut ici, c'est rester très concentré. On veut préserver la concentration. Donc, quels horaires et quels délais sont acceptables? Et ça peut être intéressant de se poser la question aussi, même ne serait-ce qu'au niveau de l'équipe. D'accord? Éventuellement avec quelques clients, c'est toujours sympa de dire aux clients: «Écoutez, chez nous, la politique, c'est qu'on relève les emails que 2 fois la journée. Si jamais vous avez besoin de quelque chose qui va plus vite, très bien, on va choisir un autre mode de communication. Si ça doit plus vite, peut-être qu'on va mettre en place un canal WhatsApp, peut-être qu'on va faire en sorte de vous donner un numéro de téléphone sur lequel appeler et cetera». Vous voyez? C'est de la communication, hein, beaucoup.
C'est important d'avoir cette communication parce que c'est le genre de changement qui peuvent paraître un peu brutaux, si jamais vous les mettez en place tout ça tout de suite, sans avoir averti les gens avant. Donc quels délais sont acceptables? Est-ce qu'entre nous, on se dit que tout ce qui arrive par mail peut attendre 24 à 48 heures? C'est super. Donc tous les trucs qui peuvent attendre un peu, bah, vous me les envoyez par mail, ça peut pas attendre. Il y a le téléphone, il y a peut-être un SMS et cetera. Voilà, trouvez un peu le bon outil pour le bon usage et donc lister les personnes avec qui on peut avoir cette conversation et puis l'avoir. Donc encore une fois, en équipe, c'est super déjà. Rien qu'au niveau de l'équipe, si on sait que ce qu'on s'envoie nous les uns les autres, on a cette politique de traitement des emails, c'est génial. Et si on peut l'avoir avec quelques clients, que ce soit des clients internes ou clients externes, ça marche bien aussi. Voilà. On ne peut pas l'avoir avec tout le monde, mais plus vous serez, vous, dans cette démarche-là, plus vous allez voir que ça va être un peu répliqué en face, quoi. On va commencer à comprendre ça. Et le dernier petit tip que je pourrais vous donner là-dessus, c'est de juste pour vous réaliser si jamais vous faites partie de ces personnes qui relèvent leurs emails, première chose le matin, et j'irai même plus loin, de ces personnes qui relèvent leurs emails à la maison, d'accord? Au café à la maison, dans votre petit déj, avant alors même que vous, finalement, vous ne pouvez rien faire sur le sujet en question. Quelle espèce de ça d'ailleurs, c'est un des premiers signes d'addiction, aux emails, parce qu'il y a une addiction aux emails, quelque chose qui est étudié très sérieusement, sur lequel j'ai pas plus de compétences que ça, mais enfin, je sais que ça existe. Et ce 1er signe, c'est ça, c'est de se dire: «OK, mais en fait, je relève mes emails le matin parce que comme ça, s'il se passe quelque chose, je suis averti et le temps d'arriver au boulot, j'ai trouvé la solution». Alors non. En vrai, ce qui se passe, c'est que le temps d'arriver au boulot, vous allez ruminer sur le problème. Mais c'est très rare que vous arriviez au boulot avec la solution parce que de toute façon, vous allez lire vos emails, éventuellement, vous voyez un problème et c'est super rare. Mais imaginons, vous tombez sur un problème et cetera. Vous dites: «Oh là là, il se passe ce truc-là». D'abord, vous devenez, hermétique un peu à tout ce qui se passe autour de vous, donc c'est peut-être moins sympa pour les gens qui vous entourent. Si jamais ça vous met mauvaise humeur, c'est encore moins sympa pour eux. Et la plupart du temps, vous y pouvez rien parce que vous n'êtes pas sur le lieu de pouvoir faire quelque chose. Donc vous allez commencer à vous préparer, mais vous ruminez le machin et vous allez ruminer tout le long du trajet et il se peut très bien qu'à l'arrivée, vous commencez première chose, vous allez vous mettre sur votre ordinateur et il va se passer deux trois distractions qui vont de toute façon faire que vous ne allez pas vous occuper de ce truc-là en premier. C'est hyper rare qu'effectivement, il y ait un problème et qu'effectivement, vous trouviez la solution en attendant. Je veux dire, le nombre de fois où ça arrive dans l'année par rapport au nombre de fois où finalement, vous vous mettez en mode, vous vous absentez finalement même virtuellement des gens autour de qui vous êtes, qui sont autour de vous pardon, à ce moment-là, je veux dire ça vaut pas le coup quoi, ça vaut pas le coup. Mais bon, je reconnais le facteur addiction. En tout cas, si jamais vous faites partie de ces personnes qui regardent leurs emails première chose le matin, au café, à la maison et cetera, avant même de commencer quoi que ce soit, je vous invite à regarder votre calendrier avant, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros continuez, parce que pour lutter contre ça, ça va pas se faire en 3 secondes, mais juste avant vous dire: «OK, je vais regarder mes emails», mais juste avant, je regarde mon calendrier de la journée. OK? Pourquoi? Parce qu'en regardant le calendrier de la journée, vous allez déjà avoir en tête à quoi va ressembler votre journée. C'est-à-dire que vous voyez, tiens, il y a des rendez-vous ici, il faut que je sois là-bas à ce moment-là, et cetera, et cetera. C'est le calendrier va contenir le dur de votre journée, c'est-à-dire les choses autour desquelles toutes les autres vont devoir tourner. Et donc vous aurez ça en tête et en lisant les emails ensuite, vous allez voir que vous n'allez pas les lire de la même manière. D'abord, vous serez moins en réaction puisque vous aurez déjà votre calendrier en tête et le fait d'avoir fait ça va vous mettre en place sur votre travail à vous. Et quand vous allez les emails, donc vous serez moins en réaction et vous allez les regarder d'une manière qui va être beaucoup plus filtrante. Et vous dire: «Bon ça n'arrivera pas, ça va être plus tard, ça OK». Enfin, vous verrez, vous testerez et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. OK? Donc toujours, de toute façon, le premier truc qu'on regarde, c'est le calendrier d'abord. Où est-ce que je dois être quand? Et après, je vais regarder mes emails s'il faut. C'est vrai que le problème de regarder les emails première chose le matin, la plupart du temps, à moins que vous ayez une fonction support, ce qui est un peu différent. Mais à moins que vous soyez support technique au client, l'email, c'est les problèmes des autres qui vous demandent des choses à vous. D'accord? Et si vous commencez par ça, premier truc le matin, c'est qu'en gros, vous commencez à travailler d'abord pour les autres. Ça peut être OK, mais il faut le savoir. D'accord? C'est que je me mette d'abord à travailler pour les autres, à résoudre le problème des autres, à répondre aux questions des autres, ou à commencer à y réfléchir et me les noter sur un coin si jamais je ne peux pas les faire tout de suite, avant de vous mettre sur votre propre travail à vous. Oui, et donc je sais que tout le monde me pa pe pardon, je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais je me rappelle notamment d'un client, il se trouve qu'il est c'est un avocat, qui lui ne relève ses emails qu'à partir de 10:00, 10:30. Alors qu'il aurait plein de raisons de pouvoir les relever avant, voire 11 heures parfois. C'est simplement que ce qu'il va faire avant, il va faire les choses qui sont hyper importantes pour lui. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive au boulot, il dit: «Moi, je commence ma journée par les trucs majeurs. Je prends un truc déjà majeur de ma journée, je le fais et une fois que ce truc-là est fait, seulement je m'autorise à regarder mes emails». Parce qu'une fois que ce truc-là est fait, j'ai gagné ma journée en quelque sorte. D'accord? Et tout le reste, ça va être du bonus, tout le reste peut m'arriver et je trouve cette pratique pas mal. Donc la troisième chose que je vous inviterai à faire ici, c'est de choisir un jour de la semaine prochaine où vous allez relever vos emails qu'à 11 heures. Juste pour voir.
Alors encore une fois, vous ne mettez pas en danger, d'accord? Si c'est possible dans votre environnement sans que tout d'un coup, on vous assassine ou vous ayez le sentiment de vous mettre en danger, outre mesure. Mais essayez ça une fois, faites comme si vous étiez malade. Vous voyez, quand vous êtes malade, vous êtes au fond du lit, bah, vous pouvez rien faire, vous allez émerger à 11 heures, vous regardez vos emails, voilà. Bah, là, vous allez faire pareil, je ne vous souhaite pas d'être malade, donc vous serez en pleine forme, mais vous allez vous apercevoir de 2 choses. La première, vous allez être bluffé par la productivité que vous aurez eue jusqu'à 11 heures, mais vraiment, et ça arrive tout le temps. Et la deuxième chose, le monde aura continué de tourner. C'est-à-dire qu'à 11 heures, vous allez voir plein de mails sur lesquels vous auriez réagi à 8 heures du mat ou 9 heures, et tout d'un coup, quelqu'un s'en occupait, ou le machin a moins de pertinence, ou le truc peut attendre. Vous voyez? Il y a un effet un peu magique comme ça, donc je vous invite vraiment à regarder cette chose-là. Un petit exercice maintenant pour le côté multitâche, c'est-à-dire pour les personnes qui pensent qu'on peut rédiger un email pendant sa réunion et que c'est pas très grave. Et d'ailleurs, vous êtes très nombreux à penser ça, puisque les statistiques nous donnent en ce moment que les employés d'entreprise envoient 2,5 emails à l'heure par heure de réunion. D'accord? Et les dirigeants envoient 3,9 emails par heure de réunion. Donc on sait que tout le monde envoie des mails dans la réunion. Mais le truc, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que la plupart du temps, quand vous faites 2 choses à la fois, en fait, vous pouvez pas faire 2 choses à la fois. Personne peut faire 2 choses à la fois, ni les hommes ni les femmes. Je sais que des fois on dit: «Les femmes, oui, les» non, aucun cerveau humain ne peut faire ça. Et je vous invite à je vais vous passer rapidement, l'exercice. Vous pourrez le refaire en société, vous allez voir, c'est assez marrant. Pour se rendre compte qu'un cerveau humain ne peut pas faire 2 choses à la fois et que c'est hyper fatigant. Le test, c'est simple. On sort un chronomètre, par exemple sur les téléphones. On lance le chronomètre et on écrit le plus vite possible multitâche, vous voyez comme c'est écrit là à l'écran, multitâche en bâton comme ça, OK, et une fois qu'on a fini d'écrire multitâche, on va à la ligne d'en dessous et on écrit tous les chiffres de 1 à 10, d'accord? En faisant juste attention que chaque chiffre soit sous sa lettre. Il y a 10 lettres dans multitâche, donc les chiffres de 1 à 10, chaque chiffre sous sa lettre. Et quand on a fait ça le plus vite possible, on arrête le chronomètre. Ça va vous donner un certain temps, d'accord? Ça va vous donner une dizaine de secondes, entre 10 et 16 secondes en moyenne, quoi. Et quand vous aurez fait ça, vous allez enlever le modèle sous les yeux, vous allez reprendre une nouvelle feuille, un nouveau crayon et vous allez reprendre le chronomètre, vous lancer et cette fois-ci, vous allez refaire la même chose mais différemment. Vous allez faire M1, U2, L3, T4 et cetera jusqu'à E10 et vous arrêterez le chronomètre. OK? Donc premier passage, on fait toutes les lettres, ensuite tous les chiffres, ça nous donne un chiffre et ensuite deuxième passe, on fait lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre et vous allez vous apercevoir en faisant ça que la plupart du temps, c'est plus long. D'accord? C'est plus long de 1,5 à 2 fois. La plupart du temps, c'est mieux fait la première fois, d'accord? Et toujours, dans tous les cas, c'est beaucoup moins fatigant la première fois. C'est, beaucoup plus fatigant, je disais, dans la deuxième fois. C'est-à-dire qu'un cerveau humain ne peut pas faire de multitâche. Ce qu'il peut faire, c'est du fractionner. C'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire passer rapidement d'un mode à l'autre. Ça, c'est un vrai exercice de psychocognitif qu'on fait en labo. Dans le premier, vous êtes d'abord en mode lettre, après vous passez en mode chiffre. Dans le deuxième exercice que je vous ai demandé de faire, vous passez de lettre à chiffre, à lettre, à chiffre, à lettre, à chiffre. En général, c'est moins bien fait, ça prend souvent plus de temps, pas toujours, mais souvent, et c'est toujours beaucoup plus fatigant. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous êtes en train d'essayer de faire un mail pendant une réunion, par exemple, bah, votre mail, il sera moins bien fait, il va prendre plus de temps à être fait et vous n'entendez pas ce qui se passe dans la réunion et c'est beaucoup plus fatigant pour votre cerveau d'essayer d'avoir l'attention sur 2 choses à la fois. Donc on évite au maximum le multitâche. Maintenant, on va venir au cœur du sujet, c'est-à-dire comment je vais trier mes emails. Donc vous avez vu que moi, comme je vous dis, de plus avoir de, relevé automatique des emails et de plus avoir de notifications, évidemment, ça suppose que vous alliez relever vos emails, hein. Comme tout à l'heure, on va aller, dans la boîte aux lettres, chercher le courrier. On va faire ça, je vais vous inviter à faire ça 2-3 fois dans la journée. Ça va dépendre du volume de mails que vous avez. L'idée, c'est de ne pas y passer plus d'une demi-heure à chaque fois, d'accord? 20-30 minutes à chaque fois et on va vider les emails à zéro. Alors à zéro, je vais vous montrer après comment on arrive à inbox zéro. Mais d'abord, la mode de triage. Je vais vous montrer un mode de triage des emails qui est hyper efficace et qui va vous permettre rapidement de vider votre boîte mail et d'identifier le travail à faire. Et je vais vous présenter ensuite 2 options. Il y en a une qui a ma préférence, mais je vais vous présenter 2 options parce que, je sais que des fois on a besoin de 2 options. OK. Donc la méthode de triage, c'est celle-là. On va utiliser cette méthode de triage qui est issue de la méthode Lady Mensa, que vous retrouvez d'ailleurs il y a un ouvrage chez Gérézo qui s'appelle aussi, 60 minutes pour, se libérer de sa charge mentale qui mentionne cette méthode-là. Mais en gros, c'est de se dire: «OK, 2 fois dans la journée, je vais prendre mes emails et je vais, pour chacun des emails, appliquer ce schéma-là». C'est-à-dire que la première question que je me pose, c'est: «Est-ce que j'ai un truc à faire, depuis mon rôle professionnel, par rapport à cet email-là?» Et là, j'ai 3 possibilités. Soit j'ai rien à faire à part jeter le truc parce que ça a plus d'intérêt ou le classer parce qu'il faut que je le conserve. D'accord? Donc c'est un email qui me donne une réponse sur quelque chose ou une information. J'ai rien à faire de spécial. Si c'est pas intéressant, je peux le jeter.
si je dois, le conserver pour une raison X ou Y, bah, je vais aller le classer, d'accord? Et je vais le mettre avec tous mes autres emails. C'est-à-dire que dans la méthode, on va enfin dans la méthode, dans ce que je vous propose de faire, on arrête de classer ces emails en dossier, sous-dossier et cetera parce que ça sert pas à grand chose. En fait, ça sert à une chose. Ça sert à une chose qui est quand même importante, c'est ça sert à vous rassurer, d'accord? C'est-à-dire que le fait d'avoir des dossiers et des sous-dossiers qui sont réglés par affaire, par thème ou je sais pas quoi, c'est j uniquement pour vous rassurer, c'est-à-dire pour vous dire que cet email-là, vous savez qu'il est rangé dans le bon dossier, et cetera, et cetera. Mais la plupart du temps, quand je pose la question et je demande aux gens: «Comment vous faites pour trouver un email?» là, 99 des gens vont me dire: «Bah, j'utilise les moteurs de recherche». Si vous utilisez les moteurs de recherche, ce qui est vraiment ce que je vous conseille de faire, parce que maintenant, ils fonctionnent quand même plutôt bien, il y a aucune raison que votre email soit dans ce dossier-là ou plutôt dans un autre, puisque de toute façon, vous allez passer par le moteur de recherche. D'accord? Je veux dire, pour le logiciel, c'est exactement la même chose. C'est juste pas rangé au même endroit, mais lui, il en a, enfin, je veux dire, c'est tout pareil pour lui, quoi. Donc, vous allez gagner beaucoup de temps à envoyer tous vos emails dans le même dossier, d'accord? Soit dans le dossier archive directement, soit vous faites un dossier, vous appelez ça tous mes emails, vous balancez tous vos emails là-dedans. Vous allez gagner beaucoup de temps, d'accord? Par rapport à tous les emails que vous passez du temps à classer, que vous irez jamais rechercher et qui sont l'immense majorité, hein. J'ai eu un client comme ça, 2 heures et demie pour, juste classer des emails par jour. C'est un truc de fou, avec le dilemme bien connu de l'email qui est sur 3 sujets à la fois. Alors, bah, le gars, il faisait des copies, puis il envoyait dans les trucs. Je veux dire, ça sert à rien, OK? Donc on arrête ça, on classe tout ensemble. Maintenant, deuxième cas de figure, i peut-être que j'ai un truc à faire. C'est-à-dire que je reçois un email, je dis: «Oh, ça c'est une bonne idée, c'est intéressant. J'aimerais bien y mais, là non, maintenant non, et en même temps c'est une bonne idée». J'ai pas les ressources, j'ai pas les moyens tout de suite, mais je sais que j'aimerais pouvoir être rappelé de ça plus tard. Et ben, je vais aller mettre ça de côté, d'accord? Soit sur une liste, soit carrément je me fais un petit dossier que j'appelle «Peut-être plus tard» et dans lequel je vais mettre tous les emails sur lesquels je me dis: «Mmh, je vais y retourner plus tard, mais pas maintenant», d'accord? Mais j'ai pas envie de le perdre. Donc je vais mettre ça là-dedans. Donc c'est pas un truc sur lequel je vais pas agir parce que peut-être que je vais agir, mais plus tard. C'est souvent les bonnes idées, ça peut être des choses où je me voilà, c'est souvent ça. Et maintenant le troisième cas de figure qui est le plus courant, c'est que oui, j'ai bien quelque chose à faire sur cet email. Eh ben, OK. Dans ce cas-là, on va aller chercher la prochaine action. C'est-à-dire qu'on va dire à quoi ressemble la prochaine action. Si je me mettais maintenant sur le sujet, je vois un email qui me demande: «Tiens, Romain, il faut que tu organises les Jeux olympiques». OK, bon. Si je me mets sur le sujet maintenant et que je mets organiser les Jeux olympiques, c'est mort. Quand je verrai ça sur ma to do, j'aurais juste jamais envie d'y aller, quoi. Donc là, je vais ressembler à la pro je vais pardon, je vais aller chercher la prochaine action. Je vais me dire: «OK, si je devais organiser les Jeux olympiques, si je devais le faire maintenant, qu'est-ce que je commencerais par faire?» Eh ben, je vais réfléchir un peu, je vais me dire: «Bah, peut-être qu'il faudrait que j'en parle avec, 2-3 personnes, qui sont parties du même projet ou que de mon équipe. OK, je vais faire une réunion. Je vais faire une réunion. OK, donc ma première action, c'est de caler une réunion avec ces 2 personnes pour discuter des Jeux olympiques. OK? C'est ça une prochaine action et c'est ça que je vais noter sur mes to-do. Et moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est de se dire: «OK, je ne vais pas me servir de l'email comme rappel qu'il faut faire un truc». L'email est une très mauvaise to-do list. La boîte mail, inbox est une très mauvaise to-do list parce qu'elle vous oblige à réfléchir plein de fois à la même chose. Je passe sur les détails, j'ai pas trop le temps, mais vraiment, l'idée, c'est d'exporter l'action, de la mettre ailleurs. Donc, je vais aller me chercher un to do. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais m'écrire sur ma liste sur le côté. Quelle est une réunion avec 2 personnes pour discuter de l'organisation des jeux? Voilà, c'est ça que je vais mettre. Et puis, si j'ai un résultat souhaité, c'est-à-dire quelque chose à atteindre à plus long terme, bah oui, les jeux sont organisés. Bah, je me mets ça sur la liste, pareil, je me rappelle que c'est l'organisation des jeux. OK. Si je peux faire en moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Si je peux pas faire en moins de 2 minutes, je le mets dans mes to do sur le côté. OK, donc mais l'idée, c'est ça. Donc ce schéma, vous voyez, il est très simple. Je prends l'email. Est-ce que j'ai un truc à faire? Non, je jette. Si c'est pas intéressant, je classe si je dois le garder. Est-ce que j'ai un truc à faire? Bah, peut-être plus tard. OK, direct dans le dossier, réévaluer. C'est-à-dire que là, je m'en occupe même pas. Je me dis: «Je reverrai plus tard». Plus tard, c'est-à-dire plus tard, donc plusieurs mois, hein, c'est pas plus tard, dans 3 jours, quoi. Et est-ce que j'ai un truc à faire? Ah oui, j'ai un truc à faire. OK, quelle est la prochaine action? Et je vais même le résultat, des fois, je vais l'oublier. Je vais dire: «Quelle est la prochaine action là maintenant?» Eh ben, il faudrait que je fasse ça, ça. Et c'est ça que j'ai noté, quelque chose de très, très concret. OK. Si je peux le faire en 2 minutes, je le fais tout de suite. Si je peux pas le faire en 2 minutes, je le mets sur mes listes et je le ferai plus tard. OK? Ça, c'est pour le triage. Donc pareil, si vous avez des questions sur le triage, n'hésitez pas, il y a pas de souci. Maintenant les options. Donc la première option, c'est de se dire: «OK, ben, je prends mes emails et je vais me créer des sous-dossiers de ma boîte mail, d'accord, dans mon inbox. Un premier sous-dossier qui va s'appeler action et un deuxième qui va s'appeler attente. Et donc à chaque fois que je vais identifier un email qui me demande quelque chose à faire, je vais le mettre dans le dossier action. Et dès que je vais identifier, un email, sur lequel je suis en attente d'une réponse ou si jamais moi je fais une demande à quelqu'un et je veux pouvoir faire le suivi de cette réponse et cetera, je vais faire glisser l'email dans le dossier en attente. Comme ça, je me constitue rapidement un dossier action qui contient tout un tas de mails sur lesquels j'ai des trucs à faire et un dossier attente qui va contenir tout un tas d'emails dont je suis en attente d'une réponse. Pour pouvoir moi continuer ensuite à faire quelque chose. OK? C'est si jamais je veux faire le suivi. Si j'ai pas besoin de faire un suivi, je ne le mets même pas dans l'attente, hein, je le balance, mais bon, voilà. Et la seule discipline ici, ça va être ensuite quand j'ai fait mon action de retourner dans le dossier action et puis sortir l'email soit dans la poubelle, soit dans les archives.
Et si c'est un truc en attente dont je viens de recevoir la réponse, de retourner dans ce dossier-là, de sortir l'email pour le mettre ou dans la poubelle ou dans les, archives aussi. Ouais. Ça, c'est la première option. La deuxième option, ça va être de se dire: «Bah, je vais exporter» et c'est vraiment celle que je conseille, c'est vraiment ma préférée. Je vais exporter les choses à faire ailleurs que dans les emails. Comme ça, en plus, ça me sort d'espèce d'habitude, d'être tout le temps dans l'inbox. Je vais me prendre une feuille sur le côté, je vais me prendre une application, où je vais utiliser To pourquoi pas, dans Office et cetera et je vais faire en sorte que mes prochaines actions, elles soient toutes à côté. C'est-à-dire que le rappel de passage à l'action, le rappel qu'il faut démarrer quelque chose, c'est pas l'email qui me le donne, c'est ma liste sur le côté sur lequel j'ai écrit les choses. Vous voyez? J'ai vu que j'avais une prochaine action, j'écris la prochaine action sur ma liste sur le côté et l'email, hop, je le balance ensuite à la poubelle si j'en ai plus besoin, rarement, ou en archive, parce que souvent je vais avoir besoin d'infos qui sont dans le mail, et cetera. Donc, je vais avoir besoin de pouvoir retrouver le mail. OK. Sachez que si jamais vous êtes sur Office, vous avez To une application de la suite, qui permet de faire exactement ça, c'est-à-dire se faire des listes comme ça de prochaines actions et de relier un email à une action, ce qui est assez pratique. Parce que comme ça, j'ai mon action et après, j'ai juste à cliquer, pour retrouver l'email qui avait que j'avais identifié comme étant cette action. Voilà. Sachez que ça existe. Mais donc voilà, c'est mon option préférée. C'est pas obligé d'être tout doux, hein, ça peut encore une fois être, vraiment crayon papier sur le côté. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'encore une fois, votre inbox soit votre boîte de réception parce bah, pas votre boîte que votre inbox soit votre to-do list parce que c'est une très mauvaise to-do list qui est beaucoup plus fatigante que nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. OK, voilà. Donc maintenant, un petit quick win quand même pour le fun, c'est que si jamais vous voyez 3 échanges de courriels qui ont lieu sur un même sujet sans arriver à un accord ou une décision claire, vous arrêtez l'email. C'est pas parce que ça commence par email qu'il faut que ça se termine par email. Vous prenez le téléphone, vous faites une réunion, vous faites une visio, ce que vous voulez, mais vous sortez de ce canal des emails. Vous arrêtez la conversation. OK. C'est vraiment un petit tip qui va vous gagner beaucoup de temps aussi. On a vu se régler en quelques minutes au téléphone des sujets qui sinon auraient pris 4-5 jours par email, par échange. OK. Donc ça, c'est vraiment la règle de 3. Si ça dépasse 3 échanges, hop là, téléphone, réunion, visio, en personne, je ne sais pas, mais on sort de l'email. Je viens maintenant à la fameuse inbox zéro dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être d'ailleurs que certains, arrivent à faire cette inbox zéro parmi vous. Si c'est le cas, c'est super, rien de nouveau ici. Mais si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on entend par inbox zéro? Donc inbox zéro, c'est le fait de n'avoir aucun email dans la boîte de réception, OK? Aucun email dans la boîte de réception, c'est-à-dire pas de lu ou de non lu, c'est-à-dire il y a vraiment zéro. D'accord? Votre dit: «Oui, aucun mail». Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent: «Ouais, mais je suis à zéro et en fait, je regarde dedans, il y a plein de mails, ils sont tous lus et cetera, mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux qu'il y ait aucun email». D'accord. Il y a une raison psychologique à ça, heu, qui est en fait que si vous avez votre inbox à zéro, c'est que vous avez pris une décision sur tout ce qui vous est arrivé dessus et donc en gros, vous êtes au top de votre sujet. Psychologiquement, c'est extrêmement satisfaisant et comme on est des êtres psychologiques, ce serait dommage de se priver de ça, d'accord? Si vous laissez des emails dans la boîte de réception, vous avez peut-être l'impression que ça ne vous dérange pas, mais de fait, ça vous prend de la charge mentale. Parce qu'à chaque fois que votre regard se pose sur un ancien email, il y a des petits neurones qui commencent à fusionner pour se dire: «Ouais, tu as fait alors c'est réglé, OK, je ne me rappelle plus et cetera», mais voilà, donc autant mettre, le vide. C'est si vous voulez, une inbox dans laquelle il y a encore des emails, c'est un peu comme une cuisine qui serait toujours un peu sale. Oui, il y a toujours un peu des trucs dessus, bah, voilà, c'est pas super. On peut quand même travailler, on peut quand même faire à manger et cetera, mais c'est pas top, quoi. On préfère une cuisine bien clean, un plan de travail qui est bien clean, bien propre. Bah, nous, c'est pareil, on préfère une inbox qui est bien nette. Donc, inbox à zéro, ça veut dire ça. Maintenant, comment on arrive à inbox zéro quand on n'y est pas? Alors, je vais vous montrer et ce que je vais vous montrer fonctionne très bien d'ailleurs aussi pour les retours de congés. OK? Parce que retour de congé, des fois, les gens, ils partent, ils ont pas beaucoup de mails, ils reviennent de congé, bah, ils ont 300 mails. Voilà et du coup, bah, le temps de passer ça, ça prend du temps. Donc, c'est pas idéal. Ce que je vais vous montrer ici, c'est de se dire: «OK, alors d'abord, là, je parle du cas où vous avez 25 000 mails, enfin, je crois que le plus grand que j'ai vu pour le moment, c'est 42 000 et quelques. Mais c'est pas un sujet parce qu'en fait, on va partir de la stat qui dit que 80 des emails plus vieux qu'un mois servent plus à rien. Donc déjà, on va les sortir ces emails-là. OK. C'est-à-dire, on va sortir tout de la boîte de réception, tous les emails plus vieux qu'un mois. Si jamais vous n'êtes pas assez guerrier, guerrière pour vous dire: «Bah, je mets tout ça en archive et puis on verra bien» et cetera. Créez-vous un sous-dossier sur le côté que vous appelez «à traiter plus tard» ou je sais pas quoi. Vous mettez tous les emails plus vieux qu'un mois de votre boîte de réception, vous les prenez tous, vous les faites glisser dans ce dossier temporaire. Je vous rassure, vous n'irez jamais y retourner. Mais des fois, on a besoin d'un espace tampon comme ça, hein. C'est un peu comme des fois, vous allez jeter des trucs, mais vous ne pouvez pas les jeter tout de suite. Vous avez besoin de mettre ça dans une caisse. La caisse, elle reste dans le garage ou dans le KGB pendant 2 ans et puis au bout de 2 ans, vous la balancez comme ça sans état d'âme. Vous avez eu besoin de ce temps-là. Bon. Là, c'est un peu pareil, c'est un peu le même schéma. Donc, on va sortir tous les emails plus vieux qu'un mois. Ce qui fait que là, il va nous rester dans l'inbox que seulement un mois d'email. OK, sur ce mois d'email, on va ensuite passer on va changer le classement. Au lieu que ça soit classé par ordre chronologique, on va le mettre par expéditeur.
Ça va vous permettre de voir beaucoup plus rapidement les emails pertinents de ceux qui ne le sont plus. Toutes les newsletters, tous les machins, toutes les conversations qu'il y a eu avec Bidule, et cetera. Et là, vous allez faire la purge. La purge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez lire chacun des emails. Et dès que vous constatez qu'il n'y a aucune action pour vous, vous sortez l'email de la boîte de réception, soit poubelle parce que ça n'a plus d'intérêt, soit en archive parce que vous dites, bon, ce truc-là, il faut que je le garde, mais c'est tout. OK. Donc, vous faites ça. Et si jamais vous tombez sur un email qui contient une prochaine action, vous n'y touchez pas. Vous attendez la passe suivante. On s'en occupera en troisième étape. OK. Juste après. Donc, quand on a fini cette deuxième étape, il ne nous reste plus qu'un mois d'emails qui tous contiennent des actions pour nous, puisqu'on a enlevé tous ceux qu'on avait. On va pouvoir remettre par date, et là, on va faire le triage que je vous ai montré juste avant. C'est-à-dire qu'on va reprendre les emails un par un, et on va se dire, OK, il y a une prochaine action, quelle est la prochaine action? Je m'écris ça sur ma to-do. L'email part en archive ou à la poubelle. Je passe au l'email suivant. Quelle est la prochaine action là-dessus? Je note la prochaine action sur ma to-do. L'email, il part à la poubelle ou en archive, et cetera, jusqu'à arriver à zéro. Si vous faites ça, vous allez être beaucoup plus rapide dans le traitement des emails pour éponger rapidement quelque chose. Ok, donc retour de vacances, c'est nickel, et puis inbox zéro quand vous n'y êtes pas la première fois. Le petit warning que je peux vous donner, si jamais vous vous dites OK, je vais balancer tous mes emails plus vieux qu'un mois dans les archives, faites ça un vendredi soir ou une fin de journée. Parce que si vous voulez faire ça là maintenant, juste en début de semaine, il y a des fortes chances que le logiciel il rame très très longtemps, voire même qu'il plante. Euh, donc faites plutôt ça à des moments où vraiment vous n'avez pas besoin. Ok. Et vous savez qu'il peut passer la nuit à mouliner et à balancer tous vos emails sur le côté parce que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, évidemment suivant le nombre d'emails que vous avez. Voilà pour cette partie inbox zéro. Donc en pratique, ça je passe parce que vous pourrez regarder si vous voulez, mais je vous ai expliqué comment faire. Donc maintenant je passe aux bonnes pratiques. Une bonne pratique que je voulais, mettre en exergue par rapport aux autres, c'est cette histoire de, copie. Mettre les gens en copie, ouais. Quand, je donne des formations à la gestion des emails, je fais faire des mathématiques aux participants et je leur dis: «Voilà, Théo, il envoie un email, d'accord? Il a fini de rédiger son email, il y a une quinzaine de lignes, très bien. Il veut l'envoyer. Alors, l'email, il parle d'un sujet en cours. Théo, il n'est pas décideur, ça concerne un point, il n'est pas spécialiste, mais il a besoin d'une réponse, donc il va envoyer l'email à un spécialiste, pour avoir une réponse et puis il va mettre un collaborateur qui gère le projet avec lui et puis il va mettre son contact le client». Voilà, il a mis ça et puis tout d'un coup, il se dit: «Mmh, quand même, je vais rajouter moi N+1». D'accord? Pour qu'il voit ce que je fais. Je vais rajouter le N+1 du spécialiste pour qu'il voit pourquoi j'utilise sa ressource et puis je vais mettre mon contact client aussi, bah, pour montrer que ça avance, quoi. Donc je rajoute des personnes et là, on dit: «OK, très bien, il faut 2 secondes pour ajouter quelqu'un en copie d'un email. Combien de temps Théo a-t-il mis à ajouter toutes ces personnes?» Bah, très bien, 6 secondes. Considérant qu'il faut 30 secondes pour lire son email, combien de temps l'ensemble des récipiendaires a-t-il pris à lire tout ça? Déjà, collectivement, il y a eu 3 minutes qui ont été dépensées à lire son email. Et maintenant, considérant qu'une seule personne est à même de répondre à sa question et de lui répondre de manière pertinente, le spécialiste, combien de temps a été perdu collectivement par la lecture des emails de tous les autres? 2 minutes 30. Bon, considérant que chacun des récipiendaires va recevoir dans la journée 30 emails du même genre, hein, les statistiques disent que 74% de ça, des emails que vous recevez, ne vous concernent pas directement. Donc, considérant que chacun va recevoir dans la journée 30 emails du même genre, combien de temps chacun perd-il à lire des choses qui ne le concernent pas vraiment et sur lesquelles il n'y a pas d'action particulière? On arrive à 15 minutes. OK, considérant qu'il faut 2 minutes 30 pour retrouver un état de concentration de qualité équivalente à celui avant l'interruption et encore 2 minutes 30, je suis vraiment dans la fourchette basse. Combien de temps chaque récipiendaire perd-il s'il laisse ses notifications actives? 1h15 dans la journée. OK? Si cet email se transforme ensuite en discussion de cet échange, combien de temps est perdu? Et là, on arrive à des trucs énormes. Donc c'est juste, en fait, ce truc-là, c'est juste pour vous montrer l'asymétrie qu'il y a entre le temps que ça prend d'ajouter quelqu'un en copie et le temps collectif qu'on perd tous derrière. D'accord? C'est juste monstrueux. Donc soyez hyper parcimonieux dans les gens que vous mettez en copie. Il devrait y avoir en copie que les personnes qui ont vraiment besoin d'y être, quoi. Maintenant, si je passe sur le sujet des emails, vous voyez les 2 premiers, durant, suivi durant, alors vous mettez chacun sa crèmerie, mais en gros, il y a beaucoup d'emails qui s'appellent comme ça, quoi. Suivi de projet, bidule, et cetera et on ne sait pas trop de quoi ça parle. Au troisième ligne, ça c'est l'objet du mail, OK, info, OK, c'est une info, très bien. Suivi du rendez-vous du 15-10, ah très bien, sur le projet machin. Déjà, c'est beaucoup plus clair. Moi, je reçois un email comme ça, je dis: «OK, je comprends, je vois si je peux le traiter maintenant ou pas». Le quatrième me dit carrément qu'il y a une action pour moi, OK. Compte rendu de la réunion du 15-10, j'ai une action là-dedans sur le projet Durand, très bien. Et le dernier me donne même l'action. Il me dit: «OK, il y a un truc à clarifier sur la grille d'honoraires pratiquée, c'est une question du client». Oh! Vous voyez, c'est-à-dire que la qualité de la précision de l'objet du dernier, par rapport à ceux d'avant, c'est juste incomparable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous envoyez des emails avec un objet qui est aussi clair que ça, il y a toutes les chances du monde pour que le récipiendaire, il aille traiter votre email avant tous les autres. Pour une raison très simple, c'est que votre email, il est clair. C'est-à-dire que juste en lisant le titre, on sait déjà si on va pouvoir s'occuper ou pas maintenant. Et on sait, vous avez déjà enlevé une barrière.
d'accord? Celle de comprendre ce qu'il faut faire. C'est déjà marqué là-dedans. Et l'autre vertu d'arriver à écrire des titres comme ça, c'est que pour justement arriver à écrire des titres comme ça, il faut que vous soyez vraiment très au clair sur ce que vous attendez de la personne en face. Et donc vous avez vraiment réfléchi, votre demande est vraiment hyper pertinente. Donc en gros, essayez que vos objets de mail soient hyper clairs, d'accord? C'est très clair pour la personne en face ce qu'il faut faire ou pas faire, d'accord? Et de quoi ça parle, de quoi il s'agit. Et ça va vraiment faciliter le fait que votre email soit traité par rapport à tous les autres qui s'appellent Durand ou suivi Durand. Si je continue maintenant sur le corps de mail lui-même, vous voyez, on a un petit exercice aussi dans cette formation email. On dit la direction, elle a envoyé un message. Vous voyez, c'est les messages corporate, c'est un message qui ne concerne ni les salaires ni les vacances. Combien de personnes ont lu dans l'entreprise ce genre de mail? Et on demande aux gens de faire une estimation en pourcentage. Et là, des fois, on a 80%, des fois, on est déjà 10%. Parmi ceux qui l'ont lu, combien ont compris vraiment de quoi ça parlait? Parmi ceux qui l'ont compris, combien ont vraiment pris ça au sérieux? Parmi ceux qui l'ont pris au sérieux, combien sont capables de répéter maintenant de quoi ça parle? Parmi ceux qui sont capables de le répéter, combien sont enthousiastes? Parmi ceux qui sont enthousiastes, combien ont changé quoi que ce soit? On arrive à des résultats, mais qui sont ridicules. Ok. Donc, c'est pas pour vous dire qu'il ne faut jamais écrire de messages corporate comme ça, mais c'est juste qu'il faut être hyper précis aussi dans ces messages. Par exemple, si vous demandez quelque chose à quelqu'un, posez la question d'abord. Vous voyez? Est-ce que vous savez, ça vous est sûrement déjà arrivé de recevoir un email, vous avez blablabla, blablabla, 2-3 paragraphes comme ça, et à la fin, ton avis, point d'interrogation. Waouh! Ah bah, faut que j'ai un avis. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez relire en vous disant: «Attends, faut que j'ai un avis sur quoi exactement?» D'accord? Si vous avez besoin que la personne fasse quelque chose, demandez-lui tout de suite: «J'ai besoin de ton avis sur ce qui suit. J'ai besoin que tu me dises si tu préfères la première, la deuxième ou la troisième solution». D'accord? La personne ne sait pas encore de quoi ça parle, mais ça y est, elle est mobilisée. Et donc elle va lire votre email plus efficacement aussi. Donc, soyez hyper concis dans les emails que vous faites et ensuite faites aussi, très attention à ne pas penser à la place de la personne. C'est-à-dire que c'est à vous de mettre le minimum de ce que vous pensez possible, d'accord, comme information pour traiter la chose. Si la personne a besoin de plus d'infos, c'est à elle de revenir, d'accord? Mais n'essayez pas d'imaginer tous les cas de figure parce que, il y en a plein qui risquent de jamais arriver. Ça se trouve, la personne ne va même pas comprendre, vous allez envoyer plus qu'autre chose. Voilà, maintenant donc dans les bonnes pratiques, le champ A, il y a que les personnes qui seraient en réunion autour de la table. Vous voyez, si je fais un parallèle entre l'email et la réunion. J'aurai autour de la table en réunion que les personnes qui ont quelque chose à faire dans la réunion. D'accord? Et ben ça, c'est l'équivalent de mon champ A dans les emails. Si je mets des gens en copie, c'est comme si je mettais autour de ma réunion un deuxième rang de chaises et que les gens viennent de temps à autre écouter un peu ce qui se passe. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils lisent en gros un peu l'email en CC. L'équivalent, ça serait dans la réunion, ils entrent, ils écoutent un peu, puis ils repartent, ils ont autre chose à faire, et puis ils reviennent, etc., aléatoirement. Ok. Donc, on ne fait pas en réunion, c'est bizarre de le faire pour les emails, mais des fois, il n'y a pas le choix. Et puis des fois, alors sur le CC, n'hésitez pas à demander aussi. Si tu veux être en copie de ça, est-ce que tu veux, je vais communiquer avec machin sur ce sujet. Est-ce que tu veux être en copie des échanges? La personne dit oui, tant pis pour elle. Elle va être en copie pour tout. D'accord? Mais n'hésitez pas à demander. Et si la personne vous dit non, c'est super. Vous avez économisé pas mal de temps à tout le monde. OK? De la même manière, répondre à tous, eh ben, on ne répond pas à tous. Quand quelqu'un vous pose une question, vous répondez qu'à la personne qui vous pose la question. Je sais que des fois, c'est pas forcément facile parce que surtout si c'est une question un peu tendue sur un sujet un peu bizarre, on se dit: «Oh, il me pose une question à moi, en gros, il me met sur la sellette». Tout le monde voit que donc tout le monde voit que je fais une réponse. Et j'ai un coach qui m'a donné un jour un super truc, un coach de comédien, il m'a dit: «Les gens pensent beaucoup moins à toi que tu penses». Et il avait totalement raison. Les gens ont tous leurs problèmes, leurs soucis, leurs choses à faire. Ils voient passer un échange de mails, ils sont en copie, tiens, machin, poser une question à bidule, et ils continuent leur vie. D'accord? Si jamais ils sont vraiment intéressés par la réponse de bidule à machin, ils iront demander à bidule. Et faites-le même au départ, juste pour voir. La prochaine fois que vous êtes en conversation comme ça, quelqu'un vous pose, vous répondez qu'à une seule personne, qu'à celle qui vous a posé la question. Et vous allez voir que personne ne va vous demander le reste. Et peut-être une fois, quelqu'un vous dira: «Au fait, tu as répondu quoi?» Et bien à ce moment-là, OK, vous lui renvoyez. Mais la plupart du temps, vous verrez que personne ne va demander ça. Donc les sujets clairs, j'en ai parlé. Les messages concis, j'en ai parlé aussi. Un petit truc qui est sympa aussi, c'est dans les emails, le délai à l'envoi. Ça, c'est le fait de faire en sorte que votre email. D'abord, il y a le fait de l'envoyer qu'à certains moments précis de la journée, mais ça, je pense que tout le monde maintenant est à peu près avec les lois de la déconnexion, au fait de ce genre de choses. Vous pouvez décider de l'heure à laquelle votre email part. Ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir un retardateur. Alors 5-10 minutes, c'est beaucoup, mais un retardateur déjà de 2 minutes, c'est sympa. C'est-à-dire quelque chose qui vous dit, en gros, entre le moment où je clique et le moment où l'email part effectivement de ma machine, il se passe 2 minutes. Ça permet quoi? Ça permet de rattraper l'email auquel on a oublié la pièce jointe, de rattraper l'email sur lequel on se dit après: «Ah attends, il fallait que je dise ça aussi», de rattraper l'email sur «Ah attends, j'ai mal tourné» et cetera. Vous voyez? Si vous avez jamais eu, c'est vrai que vous avez jamais envoyé de mail, quoi. D'accord? Ça nous est à tous est tout arrivé et c'est très pratique d'avoir ce petit retardateur. Donc c'est pareil, ça se trouve dans les préférences, vous pourrez faire ça. Maintenant, l'autre chose sur laquelle je voulais porter votre attention, c'est qu'effectivement, l'email n'est pas forcément le meilleur média pour tout. Je vous ai mis un petit tableau ici, vous pourrez faire une copie écran, etc. C'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup mieux pour traiter différents sujets. Vous voyez? Les échanges, l'email, non. L'email n'est pas fait pour les échanges. D'accord? Très peu. Il est fait pour du partage d'informations.
Le temps de réponse, c'est pareil, ça peut être de 2 à 4 heures, j'ai mis là au moins, mais franchement, ça peut aller jusqu'à 48 heures. Alors évidemment, le temps de réponse au téléphone, bah, c'est du temps réel, d'accord? Donc vous voyez, la manière de lire ce tableau-là, c'est se dire: «Bah, qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer finalement?» Est-ce que j'ai envie d'avoir plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs? Ils doivent être actifs ou ils doivent être passifs et cetera, et suivant vos différentes réponses, vous allez voir que, bah, des fois le face à face sera mieux, parfois le chat sera mieux, parfois les listes à voir avec sont super. Les listes à voir avec, c'est un truc qui est génial. C'est dès que j'ai plusieurs choses à voir avec une seule personne, je lui fais une liste de tous les points que je veux voir et puis je vais même mettre la liste de tous les points suivants en attente. Et si vous avez une liste comme ça pour votre N+1 et une liste pour tous vos N-1, vous allez voir que c'est un confort. Vous avez sûrement déjà, des listes qui ressemblent un peu à ça, mais c'est vraiment un super confort d'avoir ça, quoi. Voilà, maintenant quelques règles utiles. Bah, les règles en réception, donc tout ce qui concerne finalement toutes les règles. Donc les règles, c'est quoi? C'est en fait votre logiciel qui de manière automatique va aller préclasser certains emails dans certains endroits. Donc vous voyez qu'avec la manière que je vous ai présenté de gérer les emails, précédemment, avec ce triage les Mensa, pas tellement besoin de règles. Mais des fois, ça peut être utile de se dire: «Bah, tiens, par exemple, toutes les newsletters de ce truc-là n'ont pas besoin de polluer ma boîte de réception, elles vont aller directement dans un dossier qui va concerner cette newsletter et que je vais lire de temps à autre quand j'ai envie de faire un peu de veille ou je sais pas quoi, quoi». Tous les expéditeurs spécifiques, ça peut être ça aussi. Je me rappelle d'une assistante de direction qui avait mis tous les emails qui n'étaient pas de son supérieur direct étaient rangés dans des dossiers à côté, dans un dossier à côté, et n'étaient dans son inbox que ceux de son supérieur direct parce que c'était vraiment son taf principal, quoi. Le FYI, c'est-à-dire un dossier, vous allez mettre dès que vous n'êtes pas destinataire direct, ça c'est quelque chose qui se voit beaucoup, si vous ne savez pas, je vous le dis, plus on monte dans la hiérarchie, plus on monte dans la chaîne alimentaire dans les entreprises, plus ce truc est présent. C'est-à-dire que dès que la personne n'est pas en destinataire direct, l'email part dans un dossier sur le côté. Il est souvent marqué comme lu, c'est-à-dire qu'en gros, les personnes qui sont en CC ne lisent pas. Je me rappelle d'un patron de boîte que j'avais coaché, ils sont 2000 et quelques personnes là-dedans, ils avaient dit: «Écoutez les gars, j'ai pas le temps de lire tout. Vous me mettez en copie de tout, mais j'ai pas le temps moi, et c'est pas parce que j'ai pas réagi sur un email où j'étais en copie que je valide ce qu'il raconte. D'accord? Je valide pas forcément ce qu'il raconte le mail. Donc si vous avez fait une bourde, vous prendrez la soufflante quand même, même si j'étais en copie du truc et même si j'ai pas répondu. Donc vraiment, le parapluie n'est pas, un super truc, quoi. Et toutes les règles que vous pouvez faire donc sur des acronymes spécifiques, sur de l'archivage automatique, tout ça peut être très, très utile. 2 petits, logiciels, qui ont l'avantage d'avoir une version gratuite assez performante pour vous aider aussi. Pour se désabonner automatiquement des newsletters, vous avez CleanFox. CleanFox, c'est pas mal, donc vous connectez votre boîte mail et il va vous désabonner automatiquement de pas mal de choses. Voilà. Et vous avez aussi, IronVest. Alors ça, c'est pour protéger ses adresses email. Vous voyez, c'est pour le cas où on en a marre d'avoir des adresses email qui sont polluées par tout un tas de trucs parce qu'elles sont retrouvées un jour sur un site web ou que quelqu'un les a vendues ou je sais pas quoi. Bah, IronVest vous permet de créer de fausses adresses email, d'accord? Du style celle qu'on voit là, 80 XUT machin et cetera, @opac.com. Vous créez des fausses adresses email comme ça qui redirigent vers votre vraie adresse email. Donc quand vous arrivez sur un site ou quand vous avez besoin de donner votre email à quelqu'un, vous n'êtes pas sûr de la personne, vous donnez cette adresse email là. Comme ça, si jamais un email doit passer, bah, il vous arrive dessus, et si vous constatez tout d'un coup, vous commencez à recevoir du spam ou des trucs bizarres, vous avez juste à désactiver l'adresse email et c'est fini. Votre adresse email, vous, elle reste propre et toute la newsletter ou le spam arrivera sur l'adresse bidon. Voilà, donc ça, c'est super pratique. Vous avez droit à 3 adresses, dans la version gratuite de ce truc-là. Moi, je m'en sers tout le temps. Je trouve ça génial. Maintenant, en termes de signature, j'ai bientôt fini. Vous pouvez utiliser les signatures pour indiquer votre politique de traitement des emails. C'est quelque chose que j'invite beaucoup de gens à faire. D'accord? Vous pouvez prendre ça, par exemple, celle du milieu, vous voyez: «Afin de me concentrer au mieux sur votre dossier, je ne consulte mes emails que 2 fois dans la journée. En cas d'urgence, merci de m'appeler». Donc là, la personne, elle donne sa politique de traitement d'email et dit: «Si ça ne vous va pas, vous m'appelez, vous avez mon numéro» et cetera. Le premier, c'est même pas une, signature, c'est, un message automatique. C'est-à-dire que la première fois que vous écrivez à cette personne-là, la réponse automatique, c'est ça: «Dans un souci d'effectivité professionnelle et de qualité de service, je ne relève et traite mes emails que 2 fois dans la journée». Et là, vous êtes averti aussi. Oui. Donc ça, c'est sympa de mettre ces choses-là, en place. Et enfin, je vais finir par le dernier conseil que je peux donner pour la gestion des emails et pour l'ordinateur en général, et ça, c'est un conseil qui sauve des jours entiers sur une année, d'accord? On parle de journées sur une année. Il est tout simple, apprenez à taper avec vos 10 doigts, d'accord? Je vous ai mis l'adresse là, d'un site internet où vous avez un test de frappe clavier, OK? Il faut arriver à 50 mots minutes sans erreur. OK, 50 mots minutes sans erreur. Si vous faites, bah, évidemment, si vous faites 50 mots minutes avec, 84 erreurs, ça sert à rien, quoi. D'accord? Donc 50 mots minutes sans erreur. Alors, c'est pas, neutre, d'accord? Ça va quand même assez vite. Mais pourquoi 50 mots minutes? Parce que c'est à partir de 50 mots minutes que finalement l'outil ne va plus être un frein à votre pensée, à l'expression de votre pensée. OK. Vous êtes pas, alors les pianistes, eux, peuvent arriver à 90, j'ai même vu des gens à 110 ou un truc comme ça. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Mais déjà, si vous arrivez à 50 mots minutes, vous allez voir que si vous êtes pas là, vous avez gagné vraiment des jours et des jours et des jours sur une année.
C'est juste incroyable parce que le clavier est notre outil de travail principal finalement, quelque part. Enfin, l'outil de travail principal, c'est le cerveau, mais je veux dire, le deuxième, celui qui fait faire qu'on va entrer des données, ça va être celui-là. Voilà, donc vous retrouvez tous ces conseils et beaucoup d'autres dans le livre donc, que j'ai écrit, qui est dans sa troisième édition et donc je suis hyper content que ça soit arrivé jusque-là déjà, en troisième édition. 60 minutes pour reprendre le contrôle de vos mails, que vous retrouverez donc sur la librairie, Gérézo et bah, je vous remercie de votre attention et je vais aller regarder si vous avez des questions pour moi, auxquelles je pourrais répondre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que j'ai des suggestions sur les mails lus et non lus? Alors, je suis pas sûr de voir exactement parce que du coup, ça devait être au moment où je parlais. Peut-être qu'il faudrait préciser, Valérie, si vous pouviez préciser ce que vous entendez, quel genre de suggestion ou à quel endroit vous avez posé la question? Je sais pas, dans le chat peut-être, te 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 pom 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 pom, hop, on a alors comment, mate-t-on les mails auxquels nous ne sommes qu'en copie dans un dossier? Alors ça, c'est une règle. Carole, donc il faut créer une règle. Vous allez dans Outlook, bah, si vous avez Outlook, vous faites, nouvelle règle, tous les emails reçus et vous lui dites si je ne suis pas destinataire direct ou si je suis dans le champ CC et vous créez un dossier sur le côté, vous dites d'envoyer tout ça dans le dossier. Est-ce que j'ai un logiciel de to-do list à conseiller? Moi, j'aime beaucoup Todoist. Todoist, c'est un logiciel, neutre qui sert à plein de choses. 4 € par mois. Bon 4 € par mois quand même, mais quand on voit l'abonnement Netflix, et le service que rend, Todoist par rapport à ce que peut rendre Netflix, voilà, ça vaut le coup. Sinon, vous avez dans la suite Office, vous avez To Do qui est gratuit. Vous avez, si vous avez un iPhone, vous avez, Rappel sur iOS qui marche très, très bien. Sur Android, vous avez les Google Tasks qui marchent bien aussi. Alors comment gérer ces lus et ces non lus? Y a-t-il intérêt de laisser non, donc voilà, merci Valérie, non, aucun intérêt à laisser des mails non lus, ni lus. Le fait de mettre des emails en non lus, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on fait ça? D'abord, ça veut dire qu'on travaille à partir de sa boîte mail. C'est-à-dire qu'on dit: «OK, j'ai reçu un email, l'email est marqué comme, je l'ai lu et cetera, mais je vois qu'il y a un truc à faire dedans, il faut que j'y revienne plus tard, donc je le remets en non lu, pour me rappeler qu'il faut que j'y retourne». Ça a aucun intérêt parce que ce qui va se passer après, c'est que vous allez y retourner, le relire et peut-être vous apercevoir que vous pouvez toujours pas le faire, le remettre en non lu, vous allez le faire plusieurs fois. En fait, la stat, voilà, quelques statistiques qui tuent. On a calculé avec mes équipes qu'il faut entre 30 secondes et 1 minute pour lire un email et comprendre ce qu'il faut en faire. D'accord? C'est-à-dire que là, on n'a pas bossé encore. On a en moyenne 30 secondes, on va dire, jusqu'à 1 minute, lu juste. Vous avez 57 mails dans la journée. Donc déjà, si je prends 1 minute, vous avez pris 50 minutes dans la journée juste à lire des choses. D'accord? Vous n'avez pas encore travaillé. Maintenant, la stat qui tue, elle est là. Les gens lisent le même mail 4 à 5 fois avant d'en faire quelque chose. Alors évidemment, ils ne vont pas lire les 57 4 à 5 fois, puisqu'il y en a plein qu'on écrème. Mais vous voyez le temps qui est perdu à lire 4 à 5 fois le même truc, ça ne sert à rien. Vous lisez une première fois, vous avez compris ce qu'il fallait faire, vous notez, vous mettez à côté et l'email, il sort. Plus besoin que j'ai l'email dans la boîte de réception. Est-ce que c'est possible avec Gmail alors les règles sont possibles avec Gmail. Le truc qui est pas possible avec Gmail, c'est de mettre par expéditeur, par exemple. On vide la boîte mail, mais on remplit la to-do list. Absolument, absolument. Vous videz la boîte mail, mais vous remplissez la to-do list. C'est exactement ça. Vos actions sont sur votre to-do list parce qu'elles vont pas être écrites pareil. L'email, il vous dit pas quoi faire exactement. L'email, il vous balance tout un tas de trucs. C'est vous qui devez réfléchir et trouver la prochaine action. Quand vous l'avez trouvée, vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure, je sais plus ce que j'ai pris comme réunion, quelle une réunion avec 2 personnes pour discuter des Jeux olympiques, je crois que c'est ça. C'est ça que vous allez noter, mais c'est pas ça que vous a dit l'email. L'email vous a dit: «Il faut que tu organises les jeux, tu te débrouilles». OK, mais moi je trouve qu'en fait, premier truc à faire, c'est quelle est la réunion? C'est ça que je vais noter, parce que c'est ça la réaction et donc c'est ça que je vais noter sur le côté. To do Microsoft, c'est pas Planner ou planificateur. C'est vraiment une app qui s'appelle To do. Je crois que l'icône, c'est une petite coche bleue, comme ça. Attendez, je vais retourner dans les favoris parce que sinon c'est pas juste. Donc le mode conversation, j'aime pas le mode conversation, j'aime pas trop. Alors il est pratique, je dis pas, c'est pratique, mais ça encourage le fait d'avoir des conversations. Donc c'est pour ça que je suis pas fan et c'est vrai que le fait de, par exemple, de répondre des fois qu'à une seule personne, je me dis: «Bah, je casse le truc dans les autres, mais c'est pas mal non plus, quoi». Voilà. Comment initier ce changement quand même la direction des pratiques à l'ancienne? Plus dur, c'est plus dur. Communiquer, faut en parler déjà, faut en parler et leur dire, voilà: «J'essaye des trucs pour être plus efficace sur les mails, je vais essayer de mettre ça en place». D'ailleurs ça marche, il faut absolument communiquer si jamais vous envoyez des mails à quelqu'un en leur donnant l'action à faire dans le mail. Il faut absolument leur dire avant que vous allez essayer de faire ça. Parce que sinon ça va être du micromanagement. Ils vont se dire: «Mais attends, c'est moi qui décide de mon action, s'il te plaît». D'accord? Donc prévenez-les, dites-leur: «Bah, voilà, je vais essayer de mettre le truc en place, on va voir si ça marche pas, dis-moi d'ailleurs, ce que tu en penses» et cetera. C'est histoire d'être plus efficace. Comment mettons les emails auxquels nous ne sommes qu'en copie dans un dossier? Ça j'ai répondu, c'est une règle. Ah oui, un logiciel de to-do à conseiller, j'ai dit et planificateur, c'est bon, j'ai dit ces 3 là. Hop. Est-ce que j'ai d'autres choses? J'ai entendu dire qu'on pouvait utiliser l'IA pour créer ses to-do à partir de mails. Oui, alors il faut que je regarde ça plus avant, mais ça pourrait être une bonne idée.
Ça pourrait être une bonne idée. Je pense que ça doit être Copilot qui fait ça ou peut-être d'autres. Et pour le coup, j'avoue que je ne suis pas allé voir encore exactement comment ça marchait. Mais a priori, je pense que ça doit être possible. Ce qui est important par contre, c'est toujours vraiment, vous devez vous valider la prochaine action. Je suis pas sûr que l'IA aille vous trouver la prochaine action. Je pense que l'IA va essayer peut-être de traduire un peu le truc en synthèse, en résumé, il est super, hein. J'ai pas mal de J'y suis encore, un ami même, c'est même pas un client une fois, c'est un ami qui me disait que lui, il l'utilise et notamment pour ses comptes rendus de réunion et maintenant, il va pas forcément en réunion. Bon, il peut se permettre aussi, hein. Il va pas forcément en réunion, mais il a les comptes rendus et en gros, au lieu de faire 3 heures de réunion, il lit le compte rendu en 10 minutes et comme il peut demander à l'IA d'approfondir certains points s'il n'a pas bien compris et cetera et ça marche très, 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 très bien. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Si malgré tout le contexte ne se prête pas à changer ses habitudes, que faire? Quelle priorité de son abonnette? Je pense qu'il y a quand même des choses que vous pouvez changer, je veux dire le contexte, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez vous-même le contrôle et déjà ces habitudes-là, oui, rien que le fait de noter les actions en dehors des emails. Le fait de noter les actions sur votre to do, je veux dire, personne ne peut vous interdire un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je pense pas, ou alors il faudrait vraiment que je vois le cas précis, mais rien que ça, ne plus faire en sorte que vos emails soient votre to do. D'accord? Faire en sorte qu'il y a des actions qui arrivent par mail, je les note sur le côté, l'email il sort, si j'ai besoin, je fais un lien entre les 2, je mets dans un petit dossier pour retrouver derrière l'email si j'en ai besoin pour l'action, mais déjà il est plus dans la boîte de réception. Ça, normalement, ça va faire beaucoup pour votre bien-être aussi. Parce que je vous promets que la première fois que vous allez trouver votre inbox à zéro, ça va vous faire un drôle d'effet. Et vraiment, c'est pour le meilleur, quoi. Donc je pense que celle-là, c'est possible de faire. Vous créez des règles qui peuvent pré-trier automatiquement certains emails dans certains cas. Ça, personne ne peut vous l'empêcher non plus. Le petit schéma Levi-Mensa, je pense que ça, vous pouvez le faire aussi. D'accord? Si j'ai pas d'action, je jette ou je classe. Si j'ai peut-être une action, je mets ça dans peut-être plus tard. Si j'ai une action, quelle est la prochaine action, et cetera. Enfin, ça revient à ce que je viens de dire juste avant. Voilà. Ça déjà, c'est pas mal. Maintenant, là où évidemment ça peut être plus délicat, c'est se dire, c'est cette histoire de conversation. Je pense que franchement, il y a pas mal d'entreprises où, on a été contacté au départ pour, venir justement, s'occuper de problèmes de productivité et on s'est aperçu avec juste une conversation qu'ils avaient pas de problème de productivité tellement, ils avaient surtout un problème de communication. C'est-à-dire qu'en gros, si vous arrivez, ne serait-ce que dans le service, à vous dire: «Hey, si on se faisait une charte de la communication?» Ce serait super ça, non? Et vous allez de ça comme une bonne idée, vous allez travailler là-dessus et vous allez voir qu'a priori, ça va être beaucoup plus facile d'emmener tout le monde justement. Parce qu'une charte de communication, en vous disant, les emails, c'est tant de temps et ça sert à ce genre de message. Le WhatsApp ou le téléphone, c'est tant de temps, et cetera. Déjà, ça va clarifier vraiment beaucoup de choses pour beaucoup de monde et ça va enlever beaucoup de confusion. Voilà. Donc, voilà. Mais la priorité pour moi, pour le bien-être, c'est le traitement les ça que je vous ai montré, plus se servir de son inbox, enlever ses notifications, d'accord? Et aller volontairement vider sa boîte de réception 2 à 3 fois dans la journée. Voilà. Petite réflexion dans le fondement, je vous en prie. Ouais, c'est vrai. Une technique pour bien suivre les mails que nous avons envoyés et qui doivent suivre d'actions. Comment stocker l'email pour un bon suivi? Ouais, moi je pense que alors si on veut être très, très simple, avoir ce dossier en attente et c'est-à-dire que vous recevez un email, vous dites: «OK, maintenant j'ai une question, je vais envoyer un email à quelqu'un». Ça peut être des fois ça peut suffire de prendre l'email qui a généré la demande que vous avez faite derrière, cet email-là que vous avez reçu et faire glisser celui-là dans le dossier en attente, ça peut marcher très, très bien. OK? Mais si vous préférez, vous pouvez aller dans votre boîte des emails envoyés et prendre l'email envoyé et celui-là, le faire glisser dans le dossier en attente. Vous voyez? Ça peut faire facile un suivi, pour un suivi pour un suivi facile, ça peut marcher très, très bien. Sinon, la technique que moi je préfère, comme vous avez vu, que j'aime bien déporter les choses en dehors des emails, ce que je fais moi personnellement, c'est que j'ai une liste de choses en attente, OK? Qui s'appelle en attente 2. Et sur cette liste, dès que je fais une demande à quelqu'un, j'écris sur la liste la demande que j'ai faite. Je mets la date à laquelle j'ai fait la demande, genre, 7 décembre, je demande à Kelly de je sais pas quoi, tac, 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 comme ça, j'ai ça. J'ai la date à laquelle j'ai fait la demande, comme ça me permet de voir au fur et à mesure que le temps passe, depuis combien de temps j'ai fait cette demande. Donc, et c'est plus efficace de faire ça plutôt que de mettre une espèce de date aléatoire dans le futur pour lesquelles j'attends la réponse. Voilà. Plein en ligne, merci pour voilà, super, merci moi aussi. Ouais, objectif zéro. On y va Charlotte, bravo. Avez-vous des bonnes pratiques similaires dans les échanges pro se font par WhatsApp, Telegram? Outre couper les notifs. Ouf, ça demanderait peut-être un autre webinaire, mais heu, en fait, ce que je fais pour rien vous cacher, et encore une fois, vous trouverez ça aussi dans la méthode Levi-Mensa, c'est quand les demandes arrivent par plein d'endroits, parce que ça arrive. Peut arriver par WhatsApp, peut arriver par le réseau social, peut arriver par le chat, peut arriver par la personne en face, peut arriver par les post-it quand je reviens à mon bureau, peut arriver par plein de trucs. Moi, ce que je fais, c'est que je centralise tout. Je redirige tout vers un seul endroit et la plupart du temps, pour tout ce qui est électronique, je m'envoie des mails.
voyez? Mais comme vous avez vu que j'ai une très bonne méthode pour gérer mes emails, c'est pas un problème, je peux m'en rajouter, c'est pas un souci. Et donc quand une demande arrive par WhatsApp, je la laisse pas dans le WhatsApp parce que d'abord, il faudrait que je me rappelle par où elle est arrivée et entre le je crois qu'on a tous une quinzaine d'outils de communication maintenant, c'est un truc de dingue, quoi. Il faudrait que je me rappelle le bon et en plus, après, il va falloir que je scrolle pour retrouver parce que souvent les conversations comme ça, les gens discutent, discutent, discutent et avant de retrouver le truc qu'on m'avait demandé, il est perdu quelque part dans les limbes. Donc le truc, c'est que dès que je vois qu'on me fait une demande, je copie la demande et je me l'envoie par mail. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est vraiment ça que je fais. Je laisse mon pouce sur le truc, je m'envoie le mail et donc je vais retrouver après dans mes mails, je vais retrouver le message WhatsApp et là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'action et donc là, je vais la reporter sur ma to do et cetera et cetera. Vous avez compris le truc. Heu, tadadadadam. Une technique pour enlever les mails dont on ne veut plus lorsqu'on en a stocké beaucoup au milieu des mails qu'on veut garder. Non, pas vraiment. Là, ce que je ferais dans ce cas-là, ce que je conseille souvent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous faites, le dossier, archive temporaire, vous l'appelez comme vous voulez, à revoir plus tard et cetera et vous allez tout mettre là-dedans et on va partir du principe que, ce dossier-là, il va vous servir si jamais vous avez besoin, vous ferez une recherche dedans. Mais a priori, vous y retournerez jamais. Mais au moins, vous savez que l'email que vous avez besoin, bah, ils sont là-dedans. Tous ceux en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y aurait pas beaucoup de valeur. Il y a pas beaucoup de valeur ajoutée aux quelques heures que vous allez passer à écrémer ce dossier-là et enlever tous les machins dont vous voulez plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça peut être satisfaisant parce que vous allez enlever tous les emails dont vous voulez plus, vous allez garder les emails que vous voulez garder, très bien, vous aurez une archive «propre» entre guillemets. Mais la valeur ajoutée, elle est où là-dedans vraiment? Par rapport au temps que vous y avez passé? Ouais. Puisque de toute façon, quand vous allez chercher vos mails, vous allez utiliser le moteur de recherche, donc vous allez finir par retrouver de toute façon vos mails. OK? Donc voilà, ça pourrait avoir cette valeur, psychologique, on va dire, de et encore, de se dire: «Bah, voilà, au moins mes archives sont propres», mais la plupart du temps, elles vont pas le rester hyper longtemps, et l'intérêt est pas fou, alors il peut y avoir l'intérêt de se dire: «OK, j'utilise moins de bandes passantes, j'utilise moins de disons de ressources pour la planète», ça peut être sympa aussi. Maintenant, sachez que, je crois que c'est 5 gigas de mails sur une année, c'est l'équivalent d'une heure de Netflix. Donc si on veut vraiment économiser, notre énergie pour des choses utiles, peut-être moins regarder Netflix et garder éventuellement des emails. Voilà ce que j'aurais à dire. Est-ce que j'ai d'autres choses? Merci, 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 merci beaucoup, merci beaucoup à vous et je crois qu'il n'y a plus de questions. Ah si, bonne pratique similaire en échange ouais, c'est bon, ça j'ai fait. Hop. Comment traiter les pièces jointes? Alors les pièces jointes, bah, OK, le dernier je le prends tout de suite. Les pièces jointes, souvent, il y a 2 cas de figure. Soit la pièce jointe me concerne que moi. Je peux la laisser dans les emails, d'accord? Je mets en archive, je mets la pièce jointe, je la laisse dans le mail. Si ça concerne que moi, je retrouve le mail, je retrouve la pièce jointe, très bien. Si c'est une pièce jointe sur un document qui concerne plusieurs personnes, pas que moi, et il faut que je la sorte des emails. Je vais la sortir des emails et je vais la mettre dans les dossiers partagés. D'accord? Dans le dossier de l'équipe, dans le WhatsApp, dans le je sais pas, dans l'Asana, dans le SharePoint, dans le je sais pas ce que vous utilisez comme logiciel, mais forcément si ça peut être utile à d'autres personnes parce qu'on travaille à plusieurs sur le même projet, il ne faut pas que je la laisse dans le mail. Je sors la pièce jointe, je la mets au bon endroit pour être sûr de la retrouver. La bonne pratique, ce serait de se dire, même si ça ne concerne que moi, j'ai ma propre gestion de documents que j'ai fait en dehors des emails, donc je le sors de là et je le mets tout en Drive, par exemple. Ça serait ce qu'il y a de mieux idéalement. Maintenant, après, dans le rapport entre l'effort et la pertinence en sortie, souvent laisser dans les emails peut suffire. Voilou. Une dernière question, peut-être. Je crois qu'on est pas mal. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas d'autres, hein. Merci, oh, bah, super, bah, partagez, partagez. Allez-y Fanny, merci avec plaisir. Chouette nouvelle résolution. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée, et puis, bah, au plaisir de vous revoir, peut-être, chez Gérezo, peut-être, par le bouquin, si vous voulez, lire le bouquin et retrouver tout ça et voilà. Vous aurez le replay, absolument, il y a un replay, vous aurez les slides téléchargeables si ce n'est pas déjà le cas et vous aurez le replay aussi, donc il y aura pas de souci, vous pourrez voir ça. Merci, bonne fête de fin d'année à toutes et tous. À bientôt.